Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. À l'ordre du jour de cette semaine, une question. La caméra cachée, est-ce un outil pour un journaliste? L'émission Les Infiltrés, diffusée sur France 2, en a fait sa méthode principale pour ses reportages. Il s'agit alors tantôt de se dissimuler pour mieux dénoncer la discrimination dans les agences d'intérim, ou bien la pédophilie sur Internet, ou encore le racisme dans un groupuscule extrémiste à Bordeaux, comme cette semaine. D'autres reporters recourent à certaines formes de ce journalisme clandestin, comme on l'appelle, pour les besoins de leurs enquêtes. Alors, tous les moyens sont-ils bons pour exercer ce métier? Faut-il s'immerger discrètement dans un milieu pour mieux le décrire, pour bien le décrire? Et puis, y a-t-il un risque de confusion entre ce métier de journaliste et ceux de juge ou bien de policier? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Jean-Claude Bézida. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'hebdomadaire Famille chrétienne. Jean-Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction à l'hebdomadaire La Vie. Alors, avant de vous laisser à tous les deux la parole, je vous propose, comme d'habitude, le point de vue d'un expert. C'est celui de Jean-Marie Charon, qui est un sociologue qui enseigne à l'École des hautes études en sciences sociales. C'est un grand spécialiste des médias. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Et c'est Sybille Delettre qui l'a rencontré. On regarde ces images. On pourra toujours invoquer que dans certaines enquêtes, certaines affaires extrêmement particulières, des journalistes parfois très connus ont recouru à des moyens exceptionnels. Mais je crois qu'à chaque fois, il faut toujours avoir le même réflexe. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une question qui méritait de déroger aux règles? Est-ce que l'intérêt général était vraiment en jeu et a vraiment un point important? Et puis d'autre part, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'obtenir le même résultat par des moyens d'enquête traditionnels? Parce que souvent, lorsqu'on dépasse, je dirais, un petit peu l'aspect insolite, l'aspect un petit peu publicitaire de cette manière de travailler, je dirais, en souterrain, eh bien, on s'aperçoit que les faits qui sont rapportés, les connaissances qu'on obtient, en fait, on aurait pu les obtenir par des moyens traditionnels. La caméra cachée a cette double dimension, c'est-à-dire que ça permet de gagner du temps parce que, je dirais, on force un peu le cours des choses. Et puis d'autre part, il ne faut pas nier qu'il y a un côté un peu voyeur, un peu, et du coup un peu spectaculaire. Et je crois que là, on se trompe complètement d'objectif en matière d'information. L'information, bien sûr, ça doit avoir un aspect de révélation, ça doit saisir et parfois interpeller le téléspectateur ou le public, mais ça doit surtout lui permettre de comprendre, d'analyser, de remettre en perspective, de prendre du recul par rapport à l'événement. Et là, je crois qu'on loupe, on court-circuite complètement cette dimension-là. L'un des problèmes que pose finalement l'infiltration, la caméra cachée, c'est que ça place le journaliste dans des positions qui deviennent intenables et qui l'obligent soit à devenir complice, soit effectivement à dénoncer. Et je crois que ça doit être une des règles que doit s'imposer le journaliste, c'est que justement en faisant connaître qu'il est journaliste, en faisant connaître qu'il enquête, eh bien il ne se place jamais dans cette position d'avoir à être dans une situation ambiguë où il a à connaître justement de faits interdits, menaces de terrorisme ou faits délictueux en matière ou criminels en matière de pédophilie ou autre. En pratiquant de la sorte, on a l'impression, et surtout lorsqu'on est amené à dénoncer finalement des personnes qui ont été des informateurs, eh bien à ce moment-là, on peut dire qu'on entre dans une incohérence complète par rapport à cet objectif qui doit être partout celui des journalistes, c'est-à-dire d'obtenir la garantie qu'en travaillant, eh bien, ils ne mettront pas en péril, en difficulté des informateurs. Alors Jean-Claude Bézida, peut-être une première réaction à ce que vient de dire Jean-Marie Charon? En tout cas, il pose la question clé, c'est comment obtenir une parole authentique de la part de nos interlocuteurs, de la part des personnes qu'on interviewe, de la part des personnes qu'on rencontre. Et ça, c'est la question que se pose tout journaliste. Alors de ce point de vue-là, Jean-Pierre Denis, obtenir une parole authentique, comme dit Jean-Claude Bézida, c'est pas toujours évident pour un journaliste, mais ça vous oblige à utiliser certains moyens, à votre avis? Moi, je suis un petit peu perplexe, à vrai dire. Alors, si je vous dis que je n'ai pas d'opinion sur ce sujet, vous allez me demander qu'est-ce que je fais sur ce plateau. Mais je veux dire que je suis perplexe. C'est-à-dire qu'il y a des cas dans lesquels on a recours à ce type de méthode pour de bonnes raisons. Quelles sont ces bonnes raisons? C'est quand, autrement, on n'aurait pas eu l'information
et quand, ce qui me semble plus important, quand il y a la possibilité d'un double langage. Et c'est vrai que face à un double discours, le journaliste, il est un petit peu désarmé aussi, parce que le discours officiel, le discours commercial, le discours marketing, le discours présentable qu'on nous sert souvent, en particulier dans des milieux qui sont un petit peu extrémistes, de la communication, cache souvent, qui est de la communication, cache souvent un discours interne qui est lui parfois d'une toute autre nature. Et c'est évidemment ça qu'on va chercher dans ces cas-là. Alors, ça veut dire qu'il faut se méfier de cette méthode, mais que dans certains cas, évidemment, elle peut être justifiée. Mais moi, ce qui me semble aussi intéressant, c'est que finalement, ça participe à un mouvement général dont les politiques d'ailleurs sont les premières victimes ces derniers temps, qui consiste à tout enregistrer, tout saisir, tout piéger, le moindre petit bout de conversation, un propos saisi dans un congrès d'un parti politique qui tout d'un coup devient une affaire nationale, une plaisanterie mal tournée qui devient pratiquement une affaire d'État. Donc ça s'inscrit dans ce cadre-là aussi, ce qui renouvelle complètement, à mon avis, la perspective et ce vieux débat, parce que c'est un très vieux débat. Parce qu'on sait bien, nous sommes sur une chaîne de télévision, on sait bien que par rapport à la presse écrite, on dit souvent, bon, il faut la preuve par l'image. Donc le principe d'une caméra cachée, c'est éventuellement de franchir le stade évoqué par Jean-Pierre Denis. Mais Jean-Claude Bézida, l'image, elle peut tromper aussi. On peut faire un montage, on peut faire du bidonnage. Absolument, l'image peut tout à fait tromper. Là, mais la réalité, c'est comment, et c'est exactement le problème que posait Jean-Pierre Denis, comment saisir quelque chose d'authentique. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais en reportage pour Famille Chrétienne à Bethléem, j'ai interviewé un cadre du Hamas, un mouvement islamiste, qui m'a tenu un discours qui était parfaitement validable, j'allais dire, en France par la HALD, qui était parfaitement politiquement correct. Or, il se trouvait que par ailleurs, je savais que ce cadre-là exerçait des pressions, là en l'occurrence contre des chrétiens, etc., et qui avait des pratiques qui de fait relevaient du double discours. Et là, effectivement, moi me présentant par exemple comme journaliste d'un média chrétien occidental, j'ai eu droit à un discours qui était parfaitement inodore, incolore et sans saveur. Et là, comment faire pour faire ressortir le relief, faire ressortir l'authenticité? Et là, c'est tout le problème des doubles discours, absolument, oui. Alors, Jean-Pierre Denis, on a vu un peu cette série d'émissions sur les infiltrés. Bien entendu, le but n'est pas de porter un regard critique sur nos confrères, sur le travail par ailleurs très intéressant qu'ils ont fait, mais plutôt de voir un petit peu les thèmes qu'ils ont choisis. Quand ils disent « on va voir une agence d'intérim », avec une caméra cachée, parce que sinon on ne verra pas comment ils se comportent par rapport à des problèmes de discrimination. Par ailleurs, on va voir des pédophiles avec une caméra cachée, sinon on n'obtiendrait pas des informations par ailleurs. Et troisième cas, on va dans un groupuscule extrémiste à Bordeaux en caméra cachée, sinon on n'obtiendrait pas les informations. Vous pensez que ce sont trois illustrations qui justifient que sans la caméra cachée, on n'aurait pas pu avoir les informations voulues ? Alors, il faudrait voir au cas par cas. Le monde des agences d'intérim et le monde de l'intégrisme n'ont pas grand-chose à voir, je pense. Je crois que le sujet quand même le plus douteux, c'était tout de même celui sur les pédophiles, dans la mesure où ils ont été au bout de leurs propres contradictions, puisqu'ils ont été amenés, de leur point de vue en tout cas, à dénoncer les personnes qu'ils avaient piégées. Donc là, c'est là qu'on est allé le plus loin et peut-être dans la logique la plus polémique, au fond, sur le métier même de journaliste. Sur les autres sujets, eh bien, en particulier sur celui des intégristes, on va dire que peut-être qu'ils sont allés chercher un micro-milieu. Moi, c'est peut-être le procès que je leur ferai, au fond. C'est-à-dire que ce milieu, il existe bel et bien. Il existe bel et bien au sein de l'intégrisme catholique, dont il est une des composantes, puisque l'intégrisme n'est pas forcément le traditionnalisme n'est pas forcément l'extrême droite, donc c'est un milieu qui est quand même assez complexe, et donc qui est réduit à sa part d'ombre et sa zone effectivement la plus inquiétante et la moins admissible. Mais ce milieu lui-même extrêmement réduit, ce qui m'inquiéterait, c'est qu'il soit pris comme la petite partie soit prise comme le tout du monde catholique. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Claude Bézida, sur cette affaire de mettre en valeur des groupuscules de cette manière-là ? Exactement. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pierre Denis sur ce point précis, qui est que la conséquence de cette émission, c'est que, une fois de plus, vous avez une caricature qui est renforcée. Et c'est que cette émission qui vient, dont l'enjeu est de débusquer, de dépasser éventuellement des stéréotypes, en fait, elle renforce un stéréotype, en l'occurrence, tradi égale facho. Et qu'on en revient
et que le résultat, l'impact de cela, ça relève quelque chose, j'allais dire, donc il est vrai que c'est consternant, et je dirais c'est consternant que ce soit vrai. Et donc, en ce sens, il y a quelque chose qui est positif, mais en même temps, ça a un impact absolument négatif, parce que je ne suis pas persuadé que ça aide à comprendre en finesse, en nuance et en profondeur la réalité de ce monde-là. Alors, plus généralement, Jean-Pierre Denis, le phénomène qu'on appelle l'immersion. On va se transformer en ouvrier dans une usine. Florence Bonnat a fait un ouvrage qui a été salué par la critique. Elle était femme de ménage à Ouistreham, le quai de Ouistreham. Elle en a fait un bouquin, Florence Bonnat, qui est une journaliste. Elle s'est transformée en femme de ménage. Est-ce que vous avez, déjà eu des journalistes à la vie qui ont été s'immerger dans un milieu parce que vous pensiez que c'est le meilleur moyen de bien comprendre un milieu ? Non, et honnêtement, je ne le ferai pas, parce que je considère que ce n'est pas notre façon de faire du journalisme, et je pense d'ailleurs que c'est le grand drame de la télévision, au fond. C'est-à-dire que la télévision est de plus en plus obligée de prendre des mesures de plus en plus extrêmes pour obtenir des résultats de plus en plus spectaculaires pour une audience de plus en plus flageolante. Donc c'est quand même la problématique de la télévision, excusez-moi de le dire ici chez vous, et je sais que KTO ne s'inscrit pas dans cette logique folle, et c'est justement la vertu de votre chaîne. Mais en ce qui nous concerne, en tout cas à la vie, moi je ne me livrerai pas à ce genre de pratique. Cela dit, les faits qui sont évoqués dans ce documentaire en ce qui concerne l'Institut du Bon Pasteur me posent quand même question. Et je trouve qu'à partir du moment où on dit, nous le disons ici sur ce plateau, qu'il ne faut pas tout mélanger... L'Institut du Bon Pasteur, on peut peut-être rappeler pour les téléspectateurs, c'est donc cette communauté traditionnaliste, on peut l'appeler comme ça, donc qui bénéficie d'un culte à Saint-Éloi dans une église du centre de Bordeaux, et pour laquelle donc l'émission tente à faire l'amalgame entre cette communauté traditionnaliste et le groupuscule, on peut dire d'extrême droite, qui a été décrit, qui s'appelle Dies Irae. C'est une communauté que je connais bien, qui m'a d'ailleurs invité à discuter. Je suis allé dialoguer avec eux, donc je vois bien que ce sont des montrant votre carte de presse. En montrant ma carte de presse tout à fait publiquement, mais ce qu'on voit bien, c'est que le monde traditionnaliste, il a des choix à faire. Et il est en fait au milieu du gué. C'est-à-dire que ce choix va l'amener soit à faire le ménage, et je pense qu'il faut qu'il fasse le ménage s'il veut être dans l'Église catholique, à faire le ménage, c'est-à-dire à se débarrasser de ces éléments les plus inacceptables et peut-être de ces réflexes politique d'extrême droite. C'est très difficile parce que c'est une composante quand même importante historiquement. Il y a le fond maurassien, il y a toute cette dimension-là. D'un côté, ils doivent faire ça, et de l'autre, il va y avoir des éléments qui sont des éléments extrêmement radicaux qui ne vont pas accepter ça. On l'a vu l'an dernier avec l'affaire Williamson, donc dans la fraternité Saint-Pédis, pas dans l'Institut du Bon Pasteur, mais ce sont un petit peu les mêmes phénomènes. Dans tous ces milieux-là, il y a cette tension, il y a ce fond extrémistes, souvent antisémites, anti-musulmans, racistes, différentes composantes, mais c'est ce fond-là qui doit être mis de côté. Il faut que ces mouvements fassent le ménage, justement, s'ils n'acceptent pas d'être victimes, en quelque sorte, d'un amalgame, à eux de le dire et de faire le ménage. D'accord. Alors, je voulais vous demander, Jean-Claude Bézida, à Femme chrétienne, un peu la même question. Vous avez déjà eu l'occasion d'avoir ce genre de travail en immersion, autrement dit, de dissimuler votre identité de journaliste pour obtenir des informations ? Oui et non. D'une part, j'allais dire, il y a une ligne qui nous est chère, c'est que toutes les personnes que nous rencontrons, à qui nous donnons la parole, lorsque j'écris un article en parlant d'une personne que j'ai rencontrée, je me mets toujours dans la peau de cette personne lisant l'article. Et je me mets toujours, et reproduisant les propos de quelqu'un, je suis toujours attentif à ce que, lisant le papier que j'écrirai, elle se dira voilà ce que j'ai dit, le journaliste a été honnête avec lui. Enfin, il y a souvent des contestations entre Jean-Pierre Denis le sait aussi, nous le savons, il y a souvent des contestations quand il y a des interviews. Le but, c'est de l'éviter au maximum. Et là, j'allais dire, effectivement, ça nous pose ça nous met dans des situations parfois difficiles où il faut supprimer tel ou tel propos qu'on aurait bien voulu garder, etc. Mais j'allais dire, c'est le prix à payer pour... Et tout l'enjeu, c'est à la fois d'avoir une parole qui soit
intéressante, authentique, etc. Et en même temps que les gens puissent assumer publiquement. Et là, je dirais que de fait, le procédé, par exemple, de faire parler des mineurs pour voir ce qui traîne dans leur inconscient, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose qui s'apparente à, de la pornographie, à du voyeurisme. Enfin, il y a quelque chose qui respecte pas la dignité de la personne humaine. Et ça, moi, je dirais que c'est détestable. Alors, par exemple, oui. Alors, face à ce qu'on appelle, en effet, cette critique sur le voyeurisme, répondent les partisans de ces méthodes-là. Nous, on cherche à détecter la vérité, sans phare. Cette histoire de Gordon Brown, qui se fait un peu piéger parce qu'il a des propos pas très élégants à l'égard d'une électrice, c'est malheureusement filmé, enfin malheureusement pour lui, en tout cas c'est filmé par un appareil photo, une caméra, et puis voilà qu'on dit, on est aujourd'hui jeudi, le jour des élections britanniques, on dit que les élections peuvent se jouer sur ce genre d'image. Alors d'un côté, les partisans de ces procédés vont vous dire c'est la seule manière de savoir ce que pensent vraiment les hommes politiques, et les autres vont dire c'est un petit peu grossir des faits anecdotiques. Votre position? C'est pas du tout ce que pensent vraiment les hommes politiques. C'est ce que l'image que lâchent malgré eux les hommes politiques. C'est pas du tout la même chose. L'exemple que vous citez, il est quand même extrêmement éclairant. Dans une tension d'une campagne avec un Premier ministre britannique, par certains côtés à bout de souffle évidemment, mais en tout cas fatigué comme tout homme politique dans une campagne de cet enjeu-là, un propos, une maladresse de cet ordre-là, faire une réflexion plutôt mal placée à une électrice potentielle. Autrefois, ça ne signifiait rien. Aujourd'hui, ça signifie beaucoup. Et beaucoup, c'est vraiment trop. C'est vraiment trop. Mais ça, c'est une donnée. Une fois qu'on a dit ça, on s'est fait plaisir en disant on est vertueux, c'est pas bien, il faut relativiser, etc. Une fois qu'on a dit ça, on sait très bien que c'est devenu incontournable dans la vie publique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne reviendra pas en arrière. On pourrait se faire plaisir en disant on reviendra en arrière, on va être vertueux. C'est impossible parce que les images sont partout, les appareils photos, les téléphones, tout est partout constamment surveillé. Donc on ne reviendra pas là-dessus. Et donc dans le métier de l'homme public, il va falloir intégrer quant à soi, cette autorégulation, cette surveillance pour éviter ce genre de dérapage. Et malheureusement, les hommes politiques qui l'ont compris, Gordon Brown a été assez intelligent, je dirais, pour aller s'excuser, rendre visite à cette dame, etc. Donc eux-mêmes rentrent dans ce jeu-là parce qu'ils ne savent plus trop comment s'en sortir. Je voudrais qu'on aborde le dernier point dans ce débat, qui ne date pas bien sûr de ces émissions sur les infiltrés, mais qui a pris plus d'ampleur avec cette série sur France 2. Ce risque de confusion des genres, Jean-Claude Bézida, est-ce que parfois, quand vous êtes journaliste, vous n'êtes pas tenté, en effet, de vous mettre dans la peau soit d'un juge pour juger de ce que vous voyez, soit dans celle d'un policier pour dénoncer les faits que vous décrivez? Bon, alors c'est vrai que la presse remplit d'une certaine manière un peu quelque chose comme la fonction que remplissait l'Inquisition au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'elle a toujours tendance à édicter ce qui est bien et ce qui est mal, à exclure ou à désigner ce qui ne lui paraît pas correct. Et ça, je dirais, ça fait partie de ce qu'est la presse. C'est un des petits aspects, pas forcément le plus noble, mais en tout cas, ça fait partie du métier. Et il y a toujours presse d'opinion et la presse d'information. On avait tendance à classer ça dans le temps et qu'aujourd'hui ça tend à disparaître, c'est ça? Non, parce que les personnes qui informent sont aussi des personnes qui ont des opinions, sont aussi des personnes qui sont inscrites dans une culture, dans une histoire et qui ont leur propre perception qui n'est pas celle forcément de leurs confrères, d'une part. Et d'autre part, il y a toujours un aspect de mudraker, d'aller chercher ce qui cloche chez l'interlocuteur, et ça fait aussi partie du métier de journaliste. Et j'allais dire, après, tout est dans la manière de le faire et tout est dans la visée, dans l'intention. Je vais vous donner un exemple. Je me suis rendu à Cuba il y a quelques années pour aller interviewer un dissident chrétien, Osvaldo Paya, et quelques autres. Bon, la veille de la semaine où je suis allé le voir, le correspondant de la BBC s'est fait expulser parce qu'il l'avait rencontré et interviewé. Pour aller le voir, je n'ai pas fait état de ma qualité de journaliste auprès des autorités cubaines. Et j'allais dire, le rencontrant dans sa maison, j'ai eu l'impression de rencontrer une personne d'une grande noblesse et j'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un qui était honoré
de pouvoir partager sa parole à un journaliste. La même sensation, je l'ai eue il y a 2 mois, lorsque j'ai été apparemment le premier journaliste à aller à Nagr Hammadi en Égypte, à rencontrer des familles, des victimes de chrétiens qui avaient été fusillés à la sortie de la messe de Noël. Et là, je dirais, de fait, il y a une part où, pour accéder à certaines zones qui sont de fait difficiles d'accès, il faut savoir, déployer des humbles ruses. Jean-Pierre Denis, des états d'âme, vous en avez à propos de cette confusion possible entre journalistes et juges ou flics? Des états d'âme, il faut quand même en avoir un petit peu. Juge ou flic, je crois qu'à la vie, nous ne jouons pas dans cette catégorie-là, c'est pas du tout notre intention. En revanche, si dans le mot juge, vous voulez dire juger quand même des faits à partir d'un certain nombre de valeurs et énoncer un certain nombre de critères moraux, oui, bien sûr. Et je dirais d'ailleurs, pour rester dans l'histoire de ces communautés traditionnalistes, que de fait, certains propos qui sont tenus, sans être ni dans l'inquisition, ni dans un jugement de valeur facile, sont des propos qu'on ne peut pas accepter parce qu'ils ne sont pas compatibles avec le christianisme. Quand on plaisante sur les chambres à gaz et qu'on dit que c'est ou sur les camps de concentration, tout ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Ça, je crois que c'est pas être un inquisiteur que de le dire, c'est tout simplement, je dirais presque du bon sens. Le temps, je vois que le temps court et je vous propose de passer à notre rubrique Contrepoint. Alors, il y a bien entendu ce débat que nous avons mené sur cette question liée aux méthodes de journalisme, mais il y a bien entendu une actualité abondante cette semaine. Jean-Claude Bessida, sous forme de coup de cœur ou de coup de gueule, votre contrepoint, vous avez peut-être un aspect plus particulier à nous parler? Oui, c'est ce dont nous parlons cette semaine en actualité dans Famille chrétienne, c'est-à-dire l'ostension du Saint-Suaire à Turin. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous avez 50 000 fidèles qui étaient là pour accueillir Benoît XVI et j'allais dire malgré vents et marées, comme à Malte, là vous avez une grande, beaucoup de monde. 1 million de visiteurs. Alors il y a 2 millions d'inscrits, 2 millions de personnes qui sont attendues à Turin. Et là, j'allais dire, il y a un phénomène, qui nous dépasse et qui est j'allais dire, très touchant. Très bien, votre contrepoint, Jean-Pierre Denis. Parce que peut-être une remarque là-dessus. Mais justement, mon exemple est un petit peu du même ordre, même s'il touche un public beaucoup plus limité. Je vais vous faire une confidence personnelle. J'ai un fils de 15 ans qui était récemment au FRAT, le rassemblement des lycéens d'Île-de-France à Lourdes. Et je me suis dit, en sachant qu'il était au milieu de 8 ou 10 000 jeunes, je me suis dit, voilà un événement majeur pour ceux qui vont le vivre. Voilà la réalité du catholicisme tel que nous le connaissons, tel que nous l'aimons, mais tel qu'il se pratique aussi. Et voilà un événement qui, évidemment, est fort peu médiatisé. Je dirais que l'exemple du Suaire de Turin, avec ses millions de visiteurs, ou l'exemple du Frat, avec ses milliers de jeunes, sont de même nature, c'est-à-dire l'ordinaire même du christianisme. Celui-là, il n'y a pas besoin de caméra cachée pour le voir, et pourtant, il n'y a pas de caméras qui vont le montrer, et ça, c'est dommage. Alors, puisque vous avez commencé de faire le lien avec ce que disait Jean-Claude, si je vous comprends bien, on peut faire un lien entre les deux événements par le simple fait que nous avons là 2 visages de l'Église, très différents, il faut bien le reconnaître, mais 2 visages d'une Église vivante, à votre avis ? C'est une Église d'abord qui va en pèlerinage, qui se rassemble, c'est le point commun entre ces événements. C'est une Église qui ne fait pas de politique, mais qui est dans une recherche de soi, une recherche spirituelle, une recherche de valeurs partagées. Enfin, c'est le christianisme. Vous partagez cet avis, Jean-Claude ? Absolument. Et d'ailleurs, peut-être que ça attire pas l'attention des médias, mais en tout cas, Famille chrétienne était au FRAT, par exemple, il y a, alors pas cette année, mais l'année dernière, nous y étions et c'était absolument passionnant. Bon, écoutez, moi je vous propose comme conclusion de dire qu'avec ou sans caméra cachée, mais en tout cas sans caméra cachée, on peut très bien aussi relater ce qui fait la diversité de cette Église donc vivante. Je vous propose également en conclusion de faire référence à cet ouvrage qui paraît régulièrement sous l'égide de Reporters sans frontières. Comme vous savez, c'est un album de photos de l'agence Magnum qui est édité en ce moment et qui paraît. Ce sont 101 photos pour la liberté. Vous comprenez bien que c'est le combat que mène cette association de Reporters sans frontières pour notamment la liberté de certains nombres de journalistes. On sait que certains d'entre eux sont encore malheureusement emprisonnés. Voilà, cette émission s'achève. Vous pouvez la revoir. Vous pouvez également réagir, bien entendu, sur notre site www.ktotv.com. Il me reste pour ma part à vous remercier, Jean-Claude, Jean-Pierre, d'avoir participé à cette émission.
Et puis je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine il s'agit à la fois de la fête de l'Ascension, mais aussi du voyage de Benoît XVI au Portugal. Donc un rendez-vous que je vous propose, il sera dans 15 jours. Très bon week-end en attendant.